Bien le bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de BF1. Merci pour votre fidélité au Loft. Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro en espérant que tout le monde se porte bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, j'en suis sûre, vous intéresse fortement. Vous aurez peut-être des réponses à des questions que vous vous posez ou pourquoi pas des confirmations d'informations que vous aviez déjà. Aujourd'hui, on parlera de perte de poids. Mais avant tout, on a reçu pour vous la semaine dernière un artiste, je l'appelle comme ça, créateur, designer de mode. C'est une fierté pour le Burkina Faso. On a essayé de voyager dans sa carrière et il partage son expérience avec nous. On regarde l'entretien et on revient pour la suite du Loft. Plus de 20 ans qu'il met son génie au service de l'art vestimentaire. Au-delà d'être talentueux et créatif, j'ai envie de dire que ce monsieur est visionnaire, audacieux et inventif. Il sort des sentiers battus et il entraîne tout le monde de nouveau. J'ai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Sébastien Bazemo, anciennement connu sous le nom de Bazemc. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Comment ça va? Très bien. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Je suis plus que ému aussi d'être là parce que je suis quand même l'émission, il faut dire. Et j'adore le décor et merci beaucoup. la présentatrice, toute l'équipe qui y va avec. Voilà. C'est super gentil. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un petit voyage de 20 ans en arrière. Waouh. Avec plaisir. On va dire, quand même, la mode avec toi commence très tôt dans ta vie. Eh oui, la mode commence très tôt pour moi. Je dis toujours ma petite carrière, hein, parce que pour moi, je me dis, je suis encore jeune. Même si j'ai 20 ans de carrière, c'est vrai que j'ai commencé très tôt, il faut dire. Oui. Parce que moi, depuis, il faut dire, dès l'école primaire, j'avais du mal comment on appelle, à avoir seulement des livres dans mon sac. Donc souvent on retrouvait des chiffons, des aiguilles, voilà, tout ce qu'il faut pour la couture. Ouais. Et je pense que cet amour a grandi en moi jusqu'à arriver au moment où j'ai dit aux parents, je fais la grève pour dire je ne vais plus à l'école. Plus à l'école, je vais faire la couture. Voilà, chose qui n'était pas facile déjà du côté du papa, parce que pour lui, ce n'était pas possible. Il faut continuer l'école et tout ça. J'ai dit, bon, je vais continuer un peu, mais c'était quand même difficile parce que te retrouver dans une classe où à chaque fois tu penses à des chiffons. Ton cœur a choisi, ton cœur est ailleurs et ton corps est en classe. Voilà, justement. Et souvent, même quand le maître fait un devoir qui ne te plaît pas, tu es sous la table en train de bricoler tes chiffons et tout ça. Donc, faites votre histoire, moi je coupe. Voilà, donc arrivé le moment où je dis à mes parents, je dis moi je ne vais plus à l'école, c'était compliqué. Mais j'ai une mère qui est très gentille, qui était adorable et tout ça, et qui a dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, moi, je veux faire la couture. Et la maman, vous savez, les mamans, elles sont adorables. Pour elle, elle écoute ce que son enfant veut. Elle veut faire le plaisir de son enfant. Mais du côté du papa, c'est très compliqué. Le papa qui dit non, que le métier de la mode, c'est un métier de femme. Donc, pour lui, si je ne veux pas faire la couture, je fais la mécanique. J'ai dit non, je ne fais pas la mécanique. Il dit OK, si je ne fais pas la mécanique, il ne paye pas l'école de couture. OK. Voilà, donc lui, il m'a abandonné, il m'a dit non, il ne fait pas et tout ça. Et ma mère, qui était une ménagère commerçante et tout ça, donc, qui ne gagnait pas assez, mais qui a voulu me soutenir. Donc, déjà, elle m'a amené chez un de ses couturiers où elle coud beaucoup pour l'expliquer, ah, mon fils veut faire la couture, j'aimerais... Voilà, le laisser avec vous, voir si c'est des caprices d'enfant ou bien arriver à un moment, il va dire non, il ne veut pas faire autre. Donc, ma mère m'a laissé comme ça chez son couturier. Et au fur et à mesure, le plaisir pour moi était devenu... Quelque chose que tu te caches pour faire. On te met dedans. C'est ça. Ben oui, donc c'est devenu un plaisir pour moi. Oui. Et je commence à bricoler des petits trucs pour ma mère. Parce que pour moi, ma mère, c'était mon image, c'était mon mannequin. Et je dis, bon,
quand je vais à l'atelier, quand je trouve des chiffons, avant il y avait le zassage, je ne sais pas si vous connaissez les Non. chutes de tissu, on ramassait, on Oui, raccommodait oui. ensemble et on peut faire soit un pagne, soit un Ok. habit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bricoler des choses pour ma mère, pour la maison et tout ça. Et arrivé à des moments où ma mère même achetait ses tissus, et moi j'essayais de confectionner des choses. Et comme elle adore aller à l'église, tout bien habillée, donc tous les dimanches, elle était dans son 31. Tranquille, bien sapé par son fils en plus. C'est ça. Et c'est comme ça, mon oncle, voilà, le patron de l'atelier est venu voir mes parents. Il a dit que vraiment que je suis intéressé par la mode parce que eux, quand ils me voient faire, je suis très rapide, surtout à l'écoute. On sent que c'est un métier qui me plaît. Et arrivé au moment où ma mère me dit, OK, elle va me mettre dans une école de couture parce que pour elle, elle ne voulait pas gaspiller le peu d'argent qu'elle avait. Hein, voilà, donc, elle m'inscrit dans une école de couture et j'ai fait 3 ans. Je suis avec la mention bien. Et après, voilà, il faut que j'ai une machine. Pendant ce temps, mon père, justement, lui, il dit, il se mêlait il pas. observe, Ça, vous avez choisi, tout faites. ça, Je ne m'en mêle pas. Et ma mère qui essaie de trouver une machine, voilà, une vieille machine pour moi. Et la machine, elle était tellement vieille et vilaine. Moi, qu'est-ce que je fais? Je cherche la peinture, n'importe quelle peinture. Je prends une peinture rouge, je refais la machine. Et la machine, j'avais la machine qui était rouge, une machine que moi-même j'ai créée parce que je n'avais jamais vu de machine rouge. Unique, voilà. tranquille. Elle était unique à son genre. Et avec cette machine, je fais des merveilles. Pourquoi? Parce que dans mon quartier à Abidjan, où on avait des associations de quartier où souvent on organisait des sorties, des festivals de quartier, on fait sortir des uniformes et j'étais l'habilleur de tous mes amis du quartier. Ah oui. Voilà. OK. Donc souvent, c'est bien, c'est pas bien, tu prends comme ça parce que tu ne payes pas. Moi, je me forme et puis voilà. J'apprends donc. Voilà, donc comme ça, je me formais en même temps. Et j'essayais de coudre pour mes amis de quartier, pour tout le monde. Et c'est comme ça, de bouche à oreille. Et les gens ont commencé à venir chez moi. Pendant que j'étais chez mes parents, je cousais, j'avais ma machine. Dans les matins, je me lève, je fais ma couture, tout ça. Mais je faisais un stage en même temps dans un atelier de couture. D'accord. Voilà, parce que quand j'ai fini l'école, après l'école, tu es obligé de faire un stage pour te perfectionner. Et quand j'ai fini mon stage, j'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un parce que je suis quelqu'un, il faut le dire, je suis très nerveux. Voilà. Est-ce que c'est pas ton côté artiste qui fait ça? Bon, je pense que c'est ça. Et puis, je n'aime pas être dominé. Donc, j'ai toujours ce refus de travailler pour des gens où on va me commander, on va me dire ci, on va me dire ça. Donc, arrive le moment où je dis à ma mère, je dis, moi, je coude à la maison et tout ça. Et donc, c'est comme ça, j'ai commencé à avoir la clientèle à la maison et tout ça. Arrivé au moment où ça devenait trop encombrant pour la famille, parce que voilà, j'avais ma machine, j'ai fini par payer d'autres machines et tout ça. Ça a commencé à prendre de la place. place. À prendre de la place. J'ai dit à mes parents, je vais déménager. Et je déménage, je prends chez moi. Le papa, comment il réagit toujours? Vu que ça change maintenant, il se rend compte que... il commence à être gentil parce que je lui fais des chemises aussi. mais voilà, sans plus, bon, oui. Vous savez, l'orgueil. Ok, bon, ça va. Oui, c'est bon, mais il ne va pas... Oui. Justement, je sais que ça lui plaît parce que je lui couds des chemises et tout ça. Mais j'ai toujours eu ce rêve, je me suis toujours dit, j'ai envie de devenir grand. Je lisais beaucoup les magazines People, les grands stars de la mode africains ou européens. Et j'ai toujours dit, mais j'ai envie de devenir comme ça. J'ai envie d'avoir une marque. J'ai envie que demain, on dit, ah, c'est tel styliste, c'est ci, c'est ça. Et puis voilà. Et parce que je pense que dans mon milieu de la mode, il n'y a pas que de coudre des vêtements, mais je pense qu'il y a cette audace de vouloir réussir, de vouloir foncer loin. Et moi, je me suis toujours dit, j'ai envie d'aller loin. Et c'est vrai que j'étais installé en Côte d'Ivoire. Et au moment où commence la crise ivoirienne, en 2000 jusqu'en 2004, bien que je sois né et grandi en Côte d'Ivoire, mais mes origines, c'est le Burkina Faso. Tout ça. Donc, arrivé au moment où c'est difficile pour nous, quand même, les étrangers, d'être dans un pays. Et je me suis toujours dit, j'ai envie de connaître chez moi. J'ai envie de connaître le Burkina Faso. Je dis à mes parents, je veux
aller au Burkina pour connaître ma famille. Ben, mes parents étaient étonnés parce que pourquoi? Parce que pour eux, à l'époque, quand on partait à l'école, quand tu ne fais rien, on dit on va t'emmener au Burkina. Et quand tu regardais les images à la télé, les cages, les motos et tout ça, ton cœur battait, voilà, tu ne voulais pas. Donc quand je lui ai dit je vais au Burkina Faso, ils étaient étonnés quand même. Ils disent ah bon? J'atterris au Burkina Faso, connaître mes parents et tout ça, mais en même temps, j'ai aimé la simplicité des gens. J'ai aimé... C'était très différent ou pas? C'était très différent. Pour moi, c'était le jour et la nuit. Quitter la Côte d'Ivoire, me retrouver au Burkina. Et j'ai aimé cette simplicité-là au Burkina. Et parce que la Côte d'Ivoire, il faut le dire, c'est un pays très chaud, tout est mouvementé, tout ça. Et je me retrouve dans un pays où tout le monde est calme, et tout ça. Et ça m'a séduit. J'ai fait 2 semaines. Quand je suis reparti, au fait, j'avais cet amour-là qui était toujours là. Tu sentais que tu étais resté là-bas. Voilà, je savais que soit mon âme est restée là-bas, mais il faut que je retourne. Ou soit mes ancêtres m'appellent de revenir, tout ça. Donc 2 semaines après, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, moi, je me prépare à rentrer définitivement. Ma mère dit, ah bon? J'ai dit oui, j'ai dit, je vais rentrer au Burkina et je pense qu'il y a beaucoup à faire là-bas. Mais mes parents étaient choqués. Et puis ah, voilà. bah oui, bah oui. C'était choqué, mais voilà, pour moi, j'étais majeur. Et puis voilà, je me suis dit, écoute, c'est ma responsabilité de rentrer, c'est mon envie de partir, tout ça. Et c'est comme ça que je rentre un 8 mai 2004 au Burkina Faso, avec tous mes bagages, où je dois reprendre une nouvelle vie. Ah bah oui, c'est un recommencement. Hein. Oui, un recommencement. C'est vrai qu'au départ, je me dis ça va être facile et tout ça. Alors qu'ici, personne ne te connaît, personne ne t'a jamais vu coudre. C'est ça. Bon. Arrivé au moment où c'est en même temps la galère. Ouais. Mais je ne baisse pas les bras parce que je me suis installé. Mais maintenant, il faut trouver le créneau pour te faire connaître. Et j'avais une amie que j'ai connue ici. J'ai commencé à coudre ses habits. Et elle aussi, de bouche à oreille, elle m'amenait des gens au fur et à mesure, tout ça. Et c'est dans la même année, je pense qu'il y avait le CIAO qui devait se passer. J'ai pris un stand au CIAO pour exposer mes créations. Et en même temps, je devais faire le défilé du podium du CIAO. Pas le grand défilé, mais juste un petit défilé. Parce que pour moi, c'était me faire connaître en même temps. Et je fais le défilé, eux au CIAO, avec les visites des gens. J'ai commencé à avoir beaucoup de contacts et tout ça. Et après le CIAO, les gens ont commencé à me contacter. J'ai commencé à avoir de la clientèle, ainsi de suite et tout ça. Et là, j'étais installé à la maison chez moi. Et il fallait maintenant trouver un atelier pour t'installer. Et mon premier atelier, je le trouve à Zabredaga, à Kamsonguin, pardon, où je m'installe. Et je commence à voir de la clientèle et tout ça. C'était, pour moi, voilà, ça commençait à devenir quelque chose. À devenir important pour moi, les gens qui commençaient à venir. Parce qu'après le CIAO, c'est ce qui était bien au CIAO. Ce n'est pas forcément de vendre, mais c'est surtout les contacts après où tu... les gens viennent te voir après, et puis tu te fais un carnet de clients. Voilà, un carnet de clients. Et c'est comme ça, je me suis fait connaître, un peu. Et arrivé un moment, j'ai dit, mais ça, c'est pas suffisant. Et tu en veux plus. Voilà, j'en veux plus. Et vous savez, notre monde, aujourd'hui, c'est devenu les réseaux sociaux en même temps qui commencent à beaucoup faire et tout ça. Et comme j'étais beaucoup réseaux sociaux aussi, je regarde sur le net, je vois, on parle d'un grand défilé qui doit se passer au Cameroun. Et les jeunes de chaque pays devaient se présenter et tout ça. Donc, j'envoie ma candidature. Et je suis retenu pour représenter le Burkina Faso. Et c'était un grand concours, Afrique Collection, qui rassemblait presque tous les jeunes créateurs des pays, de francophones ou anglophones et tout ça. Donc, je suis retenu et je dois partir au Cameroun, à Douala, pour le grand concours et tout ça. Je devais présenter 4 pièces. Chaque créateur devait présenter 4 pièces. Et c'est là-bas que je rencontre des grands créateurs comme Alphadi, comme Patéo, je le connaissais à Abidjan, et encore d'autres créateurs venus d'ailleurs, tout ça, qui étaient membres du jury. Et on fait le concours à Douala et tout ça, le concours de jeunes créateurs. Il y avait beaucoup de pays, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Mozambique. Wow, pratiquement toute l'Afrique. Oui, pratiquement toute l'Afrique. On fait le concours.
Et après mon passage, je viens m'asseoir. Pour moi, c'était un plaisir déjà de Ah participer. oui, quand même, tu as quitté le Burkina. Voilà, quitter le Burkina. Et puis voilà. Et au moment de proclamer les résultats, on dit le lauréat vient du Burkina Faso. Mais bien que j'étais assis, mais je ne savais même pas que c'était moi. Puis on me dit, mais c'est toi, on parle. Donc j'étais tellement surpris. Et je me retrouve lauréat de ce concours. Pour moi, c'était un rêve. Et puis, bon, je n'avais pas vraiment... Tu n'avais pas pensé que ça Voilà, pouvait je n'avais finir pas comme ça. pensé que je pouvais gagner ce prix-là et autres. Pour moi, c'était la participation déjà qui était un plus pour moi. Et je remporte le concours, je reçois un tableau d'honneur, je reçois un dé d'or et beaucoup d'autres lots que je ne pourrais pas ramener au Burkina parce que c'était quand même en Afrique centrale. Je reviens au Burkina où je vois tous les journaux de la place parlent de ça, voilà, le gagnant Jeune du concours, créateur voilà, burkinabé qui reçoit le prix et tout ça. Et je dirais que c'était vraiment pour moi, là, ma carrière, c'est comme si ça venait de décoller. de démarrer, oui. Et moi, pour remercier ma mère, le dé d'or, je lui offre ça parce que je pense que c'est elle qui a cru en moi dès le départ. Et le dé, je lui dis, écoute, tu peux te faire des bijoux avec. Et je pense qu'elle a donné au bijoutier, lui en fait une chaîne. Aujourd'hui, elle la porte jusqu'à présent. OK. Parce que c'était un dé d'or, c'était de l'or. C'est vraiment de l'or, oui. Vraiment de l'or. Et je continue ma petite carrière. Et là, je commence à avoir des coups de fil, des messages et tout ça. Et dans la même année, Alphadi qui m'appelle pour me dire, écoute, tu habilles les lauréats du concours Top Model Afrique. Waouh. OK. Pour moi, c'était un honneur déjà. J'ai dit, ben, le Festival international de la mode qui me contacte. Et Patéo, je l'appelle. Je dis, papa, je dis, voici, lui aussi, il était très ému. Il dit, ben, c'est bien, c'est ton travail qui paye. Oui. Donc, et là, je devais aller pour le Niger où se passait le grand concours le FIMA. Le FIMA de Alphadi. Et je me retrouve là-bas. Là, c'est le réseautage maintenant. Beaucoup de créateurs que tu retrouves venus des États-Unis, de la France, de par-ci, de par-là. Et pour moi, mon rêve est en train de se réaliser. Mon rêve, c'est quoi? C'est de me faire connaître, de faire connaître ma marque. Et je commence comme ça, petit à petit, pour monter au fur et à mesure. Et vient le moment où je rentre au Burkina, puis je me dis, est-ce que je ne vais pas organiser un festival ici? D'accord. Et le festival, pour moi, c'était de faire connaître la mode burkinabé. La mode burkinabé. De faire connaître les créateurs burkinabés. Parce que j'avais l'impression que les créateurs burkinabés ne se montraient pas, n'osaient pas. Alors qu'il y avait beaucoup de créateurs burkinabés qui étaient ailleurs, mais qui étaient un peu modestes dans leur communication. Oui, on ne les voit pas. On parlait beaucoup de Papa Paté, parce que Papa Paté, c'est le monument. Mais après, lui, je pense qu'il y avait d'autres créateurs aussi qu'il fallait booster et tout ça. Et là, je crée les Folies de la mode. Folies de la mode. Les Folies de la mode où les créateurs africains, les créateurs burkinabés devaient se vendre. Et c'est comme ça, depuis 2007, on crée les Folies de la mode au Burkina Faso. Et ensuite, tu ajoutes à Folie de mode la Bobo Fashion Week. La Bobo Fashion Week qui s'ajoute à Folie de mode parce que pour moi, Bobo Fashion Week, c'était la deuxième ville du Burkina Faso et je pense qu'elle mérite d'être connue. Elle mérite de se vendre aussi dans le volet mode. À quel moment tu décides de travailler le Cocodonda? Je débute le Cocodonda en 2016. Okay. En 2016, faut dire, c'était sur un coup de tête, un peu, hein, comme vous le dites, les artistes. Je vais au grand marché de, comment on appelle là, de Rodoko, et je vois les pagnes, alors que les mêmes pagnes, je les vois souvent au village, où les grandes mères attachent autour de leurs reins et tout ça. Mais le pagne m'a toujours interpellé. Et je viens au marché, je vois ça, une petite fille qui est assise, je lui demande, je dis, ah, j'ai dit, mais c'est vous qui vendez? Bon, à peine si elle me répondait, quoi, et le voisin qui était là, il dit oui, que sa maman s'est levée et autres. J'ai dit, mais moi je veux les pagnes, mais j'aime bien, je vais acheter, mais j'aimerais bien rencontrer la dame qui le fait. Et le monsieur me dit, bon, elle s'est levée, donc je laisse ma carte. Je dis, si la dame venait, si elle peut me contacter, j'aimerais bien travailler avec elle. Et c'est comme ça, je prends quelques pagnes, je pars à l'atelier. Là, je suis inspiré, j'ai envie de créer en même temps. Je commence à faire des chemises même pour hommes. Et aussi quelques robes. Et j'ai une cliente qui rentre un jour,
à l'atelier, elle me dit, ah, à l'époque, je m'appelais Bazemse. Elle dit, ah, Bazemse, toi aussi, tu es tombé des... C'est ce pagne-là que tu commences à utiliser. Et moi, ça m'a fait rire parce que je ne connaissais rien de l'histoire de ce pagne. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Elle dit, tu ne connais pas ce pagne? J'ai dit, ça fait quoi? Que le pagne-là, ça s'appelle mon mari ne travaille pas. J'ai éclaté de rire. J'ai dit, pourquoi ça? Elle dit, mais ça, c'est le pagne des pauvres. J'ai dit, ah bon? Donc, elle me raconte un peu l'histoire du pagne. Que le pagne, qu'il y a d'autres qui l'appellent le malheur a frappé à ta porte, ou bien mon mari ne travaille pas. Ou bien j'ai dit, ah, j'ai dit, vous aussi. J'ai commencé à rire. J'ai dit, non. Et la dame part. Au fait, ça ne m'a pas découragé parce que moi, je ne me décourage jamais tant que je ne fonce pas dans le mur, que je me cogne contre le mur. Donc, je continue mon bout de chemin avec mes tissus. Je crée des chemises. J'ai une amie qui a une boutique en centre-ville. Je l'appelle, je dis, ah, tu n'as pas exposé mes chemises. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci, amène. Je l'amène mes chemises, elle l'expose. Et comment on appelle, les acheteurs, quand ils viennent, ils regardent. Ils disent, ah, que ces pagnes que les blancs la prennent pour mettre leur djemé là-dedans, c'est ça, moi j'utilise. Donc, elle m'appelle, elle dit que, ah, que tes chemises, les gens leur disent que les blancs la mettent leur djemé dedans. Mais ça ne me décourage pas. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et elle me dit ça, que ça ne s'achète pas. J'ai dit, il n'y a pas de souci, c'est Chantal, on va faire avec. Je continue mon bout de chemin. La dame qui était venue et qui dit que toi, tu es aussi tombé pour utiliser, elle vient trouver, je fais une création avec la main, une robe, et elle essaye la robe, elle dit, waouh, c'est trop joli. Elle veut la robe. Elle porte la robe, elle avait des coups du soir qu'elle partait, elle va au coup du soir, il y a ses amis qui voient ça, qui disent, ah, qu'elle veut la robe, elle m'appelle, elle me dit, ah, que la robe, elle a portée, il y a des amis qui veulent, et autres, je dis, ah bon, je dis, ok, après je dis, mais ils peuvent passer pour les mesures, ils passent pour les mesures, on prend les mesures, mais moi je continue de vendre mes trucs et tout ça, et pendant ce temps, je suis invité dans des pays où je pars avec les mêmes chemises et tout ça, et les chemises, je peux dire que les mêmes chemises, je les vendais à 150 000 francs, le Cocodonda qui n'était pas encore connu au Congo. Parce qu'au Congo, quand tu dis le prix, 20 000 francs, ils ne payent pas pour eux, ce n'est pas de la qualité. Ah. Quand tu dis le prix hausse, là pour eux, vous savez, ce sont les sapeurs, c'est les gens, le mature. Oui. Donc pour eux, tu vends un truc à 10 000 francs, ils ne vont jamais payer. Donc j'arrive là-bas où on me dit, ah, mais la tenue, comment on appelle, combien tu vends tes chemises au pays? Je dis, je les vends à 20 000 francs. Et la dame qui m'avait reçu, elle dit, ici, là, si tu dis 20 000 francs, on ne va pas payer. J'ai dit, ah bon. Et moi-même qui étais gêné, elle me dit, tu dis 150 000. J'ai dit, pardon, je n'ose pas dire ça. Donc, quand les gens venaient demander le prix, c'est elle qui dit, ça fait 150 000 francs. Mais les gens achetaient, mais j'étais choqué moi-même. Ah oui, c'est clair. J'étais choqué. Et je reviens au pays, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Comme les Burkinabés trouvent que le pain n'est pas bon, moi, je fais mon truc. Et c'est là que j'organise une conférence de presse. Je suis allé voir la bonne dame, j'ai dit, tu sais, le Cocodonda, moi je vais changer le nom de ce pain. Comme vous l'appelez Tchete Barala, moi je ne veux plus l'appeler Tchete Barala, je vais le nommer Cocodonda. Pendant ce temps, j'étais déjà allé à Bobo, j'ai vu que ça à Coco, les femmes là travaillaient beaucoup. Ah d'accord, ok. Et je me suis dit, mais si je donne le nom Coco, c'était bien, parce que c'était pour moi l'entrée de Coco. J'ai dit à la fin, on va changer le nom les couleurs du pagne, on va donner une autre vision au pagne. C'est là que j'ai dit à la dame, fais-moi la couleur orange, bleu, violet, ceci, cela. On commence à changer les couleurs parce qu'à l'époque, c'était le vert et le violet. Vert et violet, oui. Et on fait des couleurs et tout ça. Et moi, j'organise une conférence de presse pour annoncer les couleurs du pagne et la nouvelle vision du Cocodonda et tout ça. Et pendant ce temps, les journalistes, il faut les remercier quand même parce qu'ils font beaucoup la presse, qui ont relayé cette information, qui ont vendu quand même l'idée que j'avais de révolutionner ce pagne. Et j'organise les jours à venir un défilé privé autour de ce pagne. Et le défilé, après le défilé, c'est devenu un boom, comme disent les Ivoiriens. Et aujourd'hui, tout le monde veut son Cocodonda. Voilà. Et bien, Madame C, franchement, c'est l'un des entretiens que j'ai envie de faire en 2 parties. Parce que là, je n'ai plus beaucoup de temps. Alors que l'histoire est tellement intéressante, je sais que les téléspectateurs veulent la suite. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans. Désormais, c'est Sébastien Bazemon. Ce n'est plus juste des vêtements, tu es également dans les accessoires. Mais on va quand même prendre l'adresse de ton nouveau showroom.
moi, je te lance une invitation pour la suite du voyage du Cocodonda. Depuis le Bazemo, tu es tombé, à aujourd'hui, tout le monde veut son Cocodonda, en passant par l'entrée du Cocodonda à la présidence. On en parlera dans un prochain entretien. C'est la première fois qu'on le fait, franchement, mais ça mérite d'être fait. Donc, pour tous ceux aujourd'hui, j'espère qu'ils ne sont pas nombreux, je pense qu'ils ne sont pas nombreux, qui n'ont pas de base, non, pas de Cocodonda, de Sébastien Bazemo dans leur garde-robe. Comment ils font pour corriger ça? Parce que ça, c'est une correction qu'il faut faire, je pense. Ben oui, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup doivent avoir du Sébastien Bazemo, c'est la nouvelle vision. Donc, nous réinventons les codes de la mode burkinabé, les codes de la mode africaine. Donc, je dirais, pour tous ceux qui recherchent le showroom Sébastien Bazemo, le contact, c'est le 68 86 86 39. 68 86 86 39. Et ils auront chacun a droit à avoir son Sébastien Bazemo. Et c'est de très belles pièces. Franchement, jusqu'aujourd'hui, je suis toujours dans le gourmet d'un sac que j'avais repéré à l'ouverture du showroom qui est parti juste sous mon nez. Mais ce n'est que partie remise. C'est ça, non, mais tu auras d'autres sacs, donc t'inquiète même pas. D'accord. Tu fais partie de la maison. Absolument. Merci beaucoup à toi en tout cas. Merci beaucoup. Pour ton travail, pour ton combat, pour ton engagement, pour tout ce que tu fais pour la gente féminine au Burkina. Sois béni pour cela. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Et à nous revoir pour l'acte 2 de cet entretien. Merci, à très bientôt. Eh bien les amis, je suis sûre que vous également vous attendez avec impatience la suite parce que oui, au-delà d'être parti, de revenir, de nous avoir invités dans son combat, d'avoir conquis le cœur des Burkinabés et de s'internationaliser, le parcours de Sébastien est riche et immense d'expérience qu'on aimerait bien partager avec lui. Donc on lui dit à très bientôt. Et à vous également les amis, à très bientôt pour la suite. Vous le savez, ça continue dans le loft. Mots de 3 lettres se terminent par la lettre O. Parc protégé où sont gardés en captivité des animaux sauvages ou d'espèces rares exposées à la visite du public. Oui, Brice. Il s'agit bien sûr du zoo et c'est vous qui prenez les points. Vous êtes en âge débordant de connaissances et vous voulez mesurer vos talents à ceux des autres? Les sciences, les maths, l'histoire, la géographie, l'identification. Première image. Oui, Ibra Hassan. Le sport et bien d'autres disciplines seront au rendez-vous. Inscrivez-vous par équipe de 2 et prenez part à l'émission Le Club des As. Appelez au 56 44 30 80 ou se rendre au secrétariat de la télévision BF1. Seules les 16 premières équipes seront retenues pour la compétition. Et nous voilà de retour pour la suite en espérant que vous avez fortement apprécié cet entretien comme nous. On se retrouve pour la suite. Je vous l'ai dit en début d'émission, aujourd'hui, il sera question de perte de poids ou plus précisément de comment justement sainement perdre du poids parce que oui, il y a pas mal de personnes qui ont envie, qui se posent des questions sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il y a pas mal de régimes et des méthodes vendues comme étant miracles pour perdre du poids. Les diététiciens et nutritionnistes ont leur avis. Souvent, on teste des choses de façon indépendante et sans forcément aller vers un consultant, vers un spécialiste de la question de la perte de poids. Est-ce que ça marche? Comment ça marche? Est-ce qu'on ne met pas sa santé en danger dans cette course vers la perte de poids? Aujourd'hui, on en parle et on a la chance de recevoir pour vous une nutritionniste. Elle est ingénieure en toxicologie alimentaire. Il va falloir qu'elle nous dise ce que c'est. Mais en attendant, je lui souhaite la bienvenue sur ce plateau. Karine Traoré, comment ça va? Oui, ça va bien, Stéphanie. Ça fait plaisir de te recevoir. Merci de m'avoir invitée. C'est la première fois que tu viens sur ce plateau? Oui, c'est la première fois. C'est pas possible. Il va falloir que tu viennes plus souvent. Mais il n'y a pas de problème. Et juste à côté de toi, on a Alex Zapsoré, qui n'est plus à présenter. Ça va, Alex? Je vais très bien, Stéphanie, et toi? Ça va, la perte de poids, ça ne te concerne pas. Toi, plutôt faire un autre numéro sur comment en prendre. Non, mais plutôt garder la ligne, c'est ça. Non, en fait, un sujet sur comment prendre du poids. Il y a beaucoup de gens qui en demandent dans la maison. Donc, non, c'est possible. Donc il faut que tu reviennes pour ça. C'est ça. Aujourd'hui, on est dans une direction. C'est ça. Voilà. Donc, rassurez-vous, vous tous et vous toutes, je ne cite pas de nom, mais je sais que vous vous reconnaissez, qui êtes intéressés par comment prendre du poids. Si d'aventure, c'est possible pour tout le monde, on en parle. Mais avant, alors, ingénieur en toxicologie alimentaire.
En fait, bon, je vais dire que tout ça, c'est du blabla de gros titres et tout, mais bon, voilà. On va dire que ça fait partie de la formation, D'accord. parce qu'il faut savoir qu'en toute chose, c'est la dose qui fait le poison. Et on peut retrouver naturellement des doses, disons, des produits naturels qui, à forte dose, deviennent un poison. Donc, ça fait partie de la formation. On nous apprend le bon dosage de tout. Et en cas même d'empoisonnement. Dans chaque chose, il y a des toxines? Pas forcément qu'il y a des toxines, mais dépendamment de la dose, ça peut être nocif pour l'organisme. C'est dans ce cas qu'on parle de dose voilà, de poison. De poison, En règle générale, ça va être ça. Et donc, du coup, on nous apprend aussi comment, en cas d'empoisonnement, même comment faire, comment il faut traiter. Ça va être ça. Sinon, à la base, ça fait partie de la nutrition aussi. D'accord, ok. Voilà. Donc, ça rentre un peu dans le cadre, peut-être que je fais des digressions, hein, des intoxications alimentaires et tout Exactement, ça fait partie de ça. Voilà. D'accord. Lorsque on mange une viande qui passe mal, un poisson qui est mal passé, qui a mal été conservé, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà. Ça regroupe tout ça, ça englobe tout ça. D'accord, ok, c'est bon à savoir. Franchement, c'est intéressant. Alors aujourd'hui, on parle de perte de poids et tu représentes aujourd'hui sur ce plateau le cabinet Health Consulting. Oui, c'est ça. Et vous faites quoi? Nous serons spécialisés dans tout ce qui est nutrition clinique. Et la nutrition clinique, c'est quoi? C'est tout ce qui va s'intéresser aux maladies chroniques, à savoir le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, le VIH, le cancer. Maintenant, on s'occupe aussi de patients atteints de Covid, de l'obésité, parce que l'obésité maintenant est classée, a été classée par l'OMS comme étant une maladie chronique. Donc, ça va être ça. Donc, clairement, problème de santé publique, l'obésité. Exactement, exactement. Ah, justement, en fait, en parlant d'obésité, souvent on parle d'obésité et de surpoids. Il y a une différence, hein? Il y a une différence. D'accord. Donc, à quel moment on dit qu'une personne est obèse? Ok, il faut savoir qu'une personne qui a une corpulence, on va dire, jugée normale, aura un IMC compris entre 18 et demi. Alex et ne sait pas ce que 25. c'est. Donc, l'IMC, Stéphanie, tu sais? Stéphanie, mon école est un peu allée loin. Arrête, quoi. Je sais que ça a rapport avec la taille et le poids. Voilà, oui, c'est ça, l'IMC. Stéphanie, quand même. En même temps, tu passes ton temps à mesurer des gens pour s'assurer qu'elles peuvent défiler ou pas. Donc, j'espère que tu le sais. l'IMC, c'est ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Et il est obtenu par le rapport du poids en kilogrammes sur la taille au carré en mètres. En mètres? Oui, en mètres. Ok, d'accord, en mètres. Donc, ça va être ça. Donc, si vous voulez, c'est une échelle qui permet de plus ou moins définir la corpulence de l'être humain. Donc, pour une personne, on va dire qu'elle a une corpulence normale, son IMC sera compris entre 18,5 et 25. Voilà, ça, c'est ce qui est, selon l'IMC, correct. Mais il faut savoir aussi que l'IMC va dépendre, comme on a dit, ça dépend de la taille, du poids, ça va dépendre de pas mal de choses aussi. Voilà. C'est-à-dire que tu peux voir quelqu'un qui a l'air enrobé, qui est en surpoids au même titre qu'une personne qui n'est pas très en forme. Mais... Oui, voilà, ça dépend en réalité. Et une personne qui est en corpulence de surpoids, en situation de surpoids, c'est une personne qui aura son IMC supérieur à 25. Au-delà de 25, c'est-à-dire à partir de 30, la personne sera jugée comme étant en obésité légère. Après 35, au-delà de 35, obésité sévère. Et au-delà de 40, la personne sera en situation d'obésité morbide. Donc, oui. Bon, là, c'est, enfin, rien que l'appellation, ça t'interpelle. Obésité morbide. Et Alex Avideux, il est... Moi, je suis normal, Stéphanie. Non, Alex. Arrête. Moi, je suis normal. Faudrait qu'on calcule pour savoir. Mais je me rappelle qu'une fois, on a eu affaire à une autre nutritionniste qui a dit qu'Alex, tu as une silhouette parfaite. Oui, parfaite. Mais est-ce que si on part sur ton indice de masse corporelle, on trouvera que tu es dans la norme? J'en suis sûr. Ou que tu es en sous-poids? Mais par contre, c'est pour toi qu'on devrait calculer. Non, moi j'ai calculé, je suis à la porte, genre comme ça. Comment tu as fait pour calculer? Déjà, comment tu as fait pour calculer? La formule qu'elle a donnée. Non, mais tu peux rappeler la formule, s'il te plaît, Stéphanie? Genre c'est, je sais plus, c'est le poids sur la taille au carré. C'est ça. Le poids sur la taille au carré. Oui.
Et j'ai un indice de masse corporelle de 24,9. Genre, je suis vraiment sur en mode. Elle est toujours dans la. On va dire, elle est toujours. Je suis à la frontière. On va dire, si on peut le dire ainsi. Voilà, je suis à la frontière, en fait. Toi, tu es en train de décaler, moi, je suis à 20, en fait. Elle n'a pas dit que j'allais décaler. Elle n'a pas dit que je suis encore dans la norme. Oui. C'est à partir de 50 que je suis en surpoids. Non, 25 que je suis en supérieur. 18 à 25. Supérieur à 25. Supérieur je suis à la à porte 25. de 25, donc Moi, je suis ça à plein va en lumineux. encore. Et toi, Karine? Moi, je suis dans la situation de normalité selon l'IMC. Ok, super. Bon, moi aussi, je suis dans la normalité. Même si bon. Et à quel moment est-ce qu'on peut commencer à parler de il faut faire attention, il faut... D'accord. Maintenant, là, ça va dépendre. Ça va dépendre de plusieurs paramètres. Ça va dépendre de notre état de santé. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui sont obligées de perdre du poids pour des raisons de santé, d'autres c'est pour des raisons esthétiques. Il y a pas mal de raisons. Okay. Mais de règle générale, on va dire que lorsque vous commencez à atteindre la classification du surpoids, il faut faire très, très attention. De manière générale, il faut contrôler son alimentation. Ah, il faut que je fasse très attention maintenant. En fait, c'est ça, il faut contrôler. Il faut contrôler. Mais lorsque nous sommes, comme vous le dites, à la limite du surpoids, à la porte du surpoids, il faut être encore plus vigilant. D'accord. Voilà. OK. Donc, à la porte, on est vigilant, mais si on franchit la frontière, en ce moment, il faut savoir que lorsque nous sommes en surpoids, c'est plus facile de revenir, de retrouver un IMC compris entre 18,5 et 25. Et lorsque nous sommes en obésité 1, la difficulté augmente. Plus nous augmentons dans la classification, et plus c'est un peu plus compliqué de descendre. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être vraiment vigilant. Mais ce qui est sûr, il faut faire gaffe pour ne pas arriver en surpoids. Exactement. Idéalement. Après, est-ce que quand on est en surpoids, il y a un problème de santé qui vient avec ou pas du tout? Pas forcément. Pas forcément. Donc on peut être en surpoids, mais ça va. Mais ça si va. on aime bien comment on est en surpoids. Mais je pense que ça dépend du poids, non? Ça dépendra du poids que tu as. Vous savez, c'est une question qui est un peu complexe. Dépendamment de l'un ou de l'autre, le poids, il y a ce qu'on appelle le poids santé. Le poids santé va varier. Vous voyez, c'est pas parce que moi, par exemple, je me situe entre 70 et 73, mon poids santé n'est pas forcément le même que toi, par exemple. Tu vois, là, je t'ai dit que je suis classée parmi les IMC normaux. Pourtant, je fais 73 kilos. Alors que moi, mon poids santé descend plutôt vers 65, je crois, si je me trompe pas. Maintenant, vous voyez que donc, pour une autre personne, par exemple, qui fait le même poids que moi, sera peut-être en surpoids ou en obésité. Donc, vous voyez, le poids santé n'est pas le même pour tout le monde. Donc, c'est difficile de dire à quelqu'un, il faut que tu pèses tel poids pour être en bonne santé. Non, ça dépend. C'est vraiment individuel. C'est individuel. C'est du cas par cas. Exactement, c'est individuel. C'est comme mathématique, comme calcul. Non, ça va quand même. C'est ton travail, ça va. Toi, c'est normal. Non, mais c'est très simple. Moi, je dis toujours aux femmes, chez les femmes, même chez les hommes, lorsque vous portez, vous avez des tenues que vous aimez bien porter au quotidien. D'accord. De règle générale, au début, le vêtement vous convient très bien. Parfaitement. À un moment donné, vous sentez commencer un peu coincé, un peu vers là. OK, c'est l'habit. Déjà, l'habit peut être déjà un premier barème. Voilà, il commence à envoyer un message. Fais attention, ça commence. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir changer de taille pour être à l'aise encore dans son vêtement. Pour moi, en tout cas, moi c'est comme ça que j'arrive à contrôler plus ou moins. D'accord. Voilà. Si je suis obligée, si je vois que je coince dans ma taille M et que je suis obligée de passer au L pour me sentir à l'aise, c'est que non, c'est l'alerte en fait. D'accord, c'est l'alerte. C'est pas la tenue qu'il faut changer, mais c'est moi qui dois revenir, qui doit fournir un effort pour me sentir à l'aise de nouveau dans mes vêtements actuels. Moi, c'est comme ça. C'est plus simple pour moi comme ça. Pas besoin de se traumatiser avec une balance. Non. Tes vêtements te parlent. C'est ça. C'est ça. D'accord, ok. Et du coup, en fait, moi, j'ai tendance à dire, en fait, la prise de poids, on ne voit pas venir. Pas tout le temps. Donc, ça veut dire qu'on peut voir venir. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'installe progressivement. Ouais, lentement. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile de voir, mais
Quand même, on le remarque. À un moment donné, comme je dis, on le remarque. Quand tu changes, non, on le remarque. Même dans ta façon de faire, qu'est-ce qui provoque la prise de poids en général? La prise de poids aussi a plusieurs raisons. Ça peut être hormonal, ça peut être parce que vous mangez plus, ça peut être dû à une maladie, ça peut être dû à un traitement. Il y a pas mal de raisons. Le stress, le stress. Le stress, ça peut faire quoi? Le stress, c'est une raison, c'est une cause. Le stress, la dépression. C'est ça, ça reste des causes. Ça reste des causes parce que j'en ai vu, au fait. Oui. J'ai vu des personnes sous dépression. C'est pas forcément que les personnes avaient multiplié leur régime alimentaire, mais on ne comprend pas ce qui se passe, au fait. Ils se laissent aller, je ne sais pas, l'organisme, c'est OK, let's go, on descend toutes les barrières et c'est vrai que maintenant que tu en parles, j'ai une amie qui m'a toujours dit, quand je suis stressée, et ça c'était pendant nos années fac, quand je suis stressée, je prends du poids. Et du coup, pendant les périodes d'examen, les autres maigrissent, elle, ça vient et personne ne sent en mode, ouais, toi t'es bien, t'es pas stressée, tu prends du poids, tranquille, alors que c'est la manifestation de elle sans stress, comme ça. Donc c'est dire que, ouais, c'est clair que c'est pas pareil. Mais quand tu parles de hormonal, quand c'est hormonal, est-ce qu'il y a une solution? Ben, quand c'est hormonal, du coup, déjà, vous allez être suivi par des spécialistes. Juste remettre hormonal. Quand on parle d'hormones, c'est uniquement chez les femmes. Ben non. Non, mais même les hommes aussi. Mais les hommes ont des hormones. Les hommes ont également des hormones. Ah, OK. Oui. La testostérone, c'est une hormone masculine. Merci pour l'information, Stéphanie. Donc, je disais tout à l'heure que lorsque c'est plutôt hormonal, ça va être plus simple d'être suivi par des spécialistes. Donc, un médecin et un nutritionniste, et voilà, ça pour contrôler en fait ce poids. Ça va être plus simple que de rester. Mais quand même, c'est possible. C'est possible. Okay, parce que souvent, moi, j'ai l'impression que quand on dit que c'est hormonal, parce que souvent, on dit c'est héréditaire. Tu as vu ta mère, c'est sûr, tu vas prendre du poids, il n'y a pas de solution. Oui, c'est génétique. Il y a une prédisposition génétique également. OK. Oui, il y a une prédisposition génétique. Mais après, en fait, il ne faut pas aussi en faire une obsession. Ne faites pas de votre poids une obsession. Il est normal que le corps change. Avec les années. Avec les années. Ouais. Voilà. Lorsqu'on était adolescente, on n'avait pas forcément ce physique. Lorsqu'on était dans la vingtaine, voilà, et ainsi de suite. Après des maternités. Ainsi de suite, c'est tout. Il faut, comme je le dis, savoir déterminer son poids santé et voilà, et faire attention, c'est ça. Et en même temps aussi de règles, lorsqu'on prend de l'âge, il faut être encore plus regardant sur notre état, notre environnement de vie, nos habitudes alimentaires, notre hygiène de vie, voilà, pour minimiser les risques de maladies liés à l'âge aussi. Donc, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont... parce que souvent, on en regarde, enfin, j'ai une amie qui est forte et qui est très à l'aise dans son corps et qui apparemment... Dans sa famille, c'est héréditaire. Et ce qu'on lui a fait comprendre, c'est qu'en fait, arrête de te battre, quoi. C'est ta forme, c'est ta corpulence. Et sa masse graisseuse n'est pas si énorme que ça, en fait. Alors qu'elle est très en forme, quand on la voit, clairement, on dit « Ah, mais t'es grosse. Okay. » Donc, est-ce qu'une comme ça, elle a un problème de poids en vrai? Ben, lorsque nous sommes vraiment en surpoids, donc, comme je dis, selon l'IMC, on va classer. Chacun va rentrer dans une catégorie. C'est vrai qu'il y a des prédispositions. Ouais, ce n'est pas parce que ma mère est en situation d'obésité, de surpoids, que forcément je dois l'être. Il faut faire attention aux quantités que nous mangeons. Il faut vraiment faire attention. C'est sûr que peut-être cette personne ne pourra pas être fine comme une autre personne, mais elle n'est pas obligée d'être dans l'excès parce qu'il y a une prédisposition dans la famille. Vous voyez, c'est ça aussi. Il faut arrêter de penser que lorsque tout le monde est en situation d'obésité dans la famille, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que non, lorsqu'il y a une prédisposition, il faut faire attention. C'est ce que ça veut dire. Et faire attention, il y a des habitudes qu'il faut instaurer, de bonnes pratiques alimentaires et une bonne hygiène de vie qu'il faut instaurer. C'est ça. Voilà. C'est dommage que notre médecin n'ait pas pu effectuer le déplacement à la dernière minute parce que justement, l'intérêt de l'avoir invité, c'est pour faire le lien justement entre la partie surpoids, obésité et ce que ça entraîne comme problème de santé. Parce que si l'OMS classe ça parmi les problèmes de santé publique, ça veut dire qu'il y a un danger sur la vie
de la personne Oui, à côté. exactement. On va dire que l'obésité voilà, reste un facteur de risque pour le diabète, pour l'hypertension, pour les maladies cardiovasculaires. Remarquez que de plus en plus, nous retrouvons des personnes situées entre 35 et 45 ans qui commencent à faire des maladies cardiovasculaires. On ne comprend pas. Avant, ça, c'était des maladies qu'on retrouvait vraiment à un âge bien avancé. Mais maintenant, même des jeunes qui sont censés être forts, développent ce type d'inconvénients et tout. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention. Mais je dirais ces maladies, ces crises, tout ça qui affectent actuellement la jeunesse n'est pas lié à un certain changement de régime alimentaire. Mais clairement, c'est influencé par son hygiène alimentaire, son hygiène de vie, clairement. En fait, l'inquiétude dans ça, c'est que souvent on se dit qu'il faut faire attention à ce qu'on a dans son assiette. Mais en vrai, souvent, on n'a pas la possibilité de savoir puisqu'on ne peut pas retracer tout le produit. Donc en fait, on ne sait pas forcément. Ce qui est dans ton assiette est dans ton assiette. Mais comment ça a été traité, conservé et géré jusque-là. Mais de règle générale, on contrôle ce que nous mangeons. Quand on dit on contrôle ce que nous mangeons, c'est nous qui décidons de le manger. Maintenant, comment c'est fait, ça, c'est toute une autre question. Mais ce que nous mangeons, c'est nous qui avons le contrôle. Et il y a ce qu'on appelle l'assiette idéale. L'assiette idéale, ça va être constitué de 50% de légumes, 25% de féculents et 25% de protéines. Voilà. Rappelons que les protéines peuvent être de source animale ou végétale. Donc, on retrouve les protéines dans les légumineuses. Les légumineuses, c'est tout ce qui va être des grains, les légumes secs. Voilà, ça va être ça. Et on retrouve également les protéines dans de la viande rouge, dans de la viande blanche, tout ce qui est volaille, poisson. On a aussi le soja qui renferme de la protéine. Donc, vous voyez que pour une personne qui essaye de respecter cette recommandation, vous voyez que qu'importe qu'elle s'alimente à la maison. Si tu n'as pas les moyens de payer de la viande et que tu as du haricot, tu as ta dose de protéines. On a la dose de protéines, vous voyez. Donc, ça fait que la personne ne va pas s'épaissir tant que ça, même si on dit qu'on ne contrôle pas les qualités de cuisson, des dosages voilà, dans les restaurants et autres. Mais si tu t'arranges à manger comme ça, tu vas prendre moins rapidement du poids comparé à une personne qui prend 75% de son assiette pour remplir de féculents, par exemple. Mais ou nous 75% qui sommes des Sahéliens, Karine. Oui. Tu sais que dès qu'on sort à la partie où on est des Sahéliens, tu connais la suite. C'est ça. Mais comme je vous disais tantôt, ce n'est pas parce que nous sommes des Sahéliens que ça nous excuse, ça nous donne le droit de faire un excès du moins sur notre consommation en tout ce qui sera produit carné. Il faut faire attention. Oui, vraiment. Parce que nous, on consomme beaucoup. Oui, mais on est Sahéliens, nous, la viande, c'est notre repas. Est-ce que vous savez comment on détermine la quantité de viande nécessaire pour l'organisme? Non. D'accord, je vais vous expliquer. Alors, on forme le point. OK, le point. D'accord. Alex forme le point. Notre consommation ne doit pas dépasser notre point. Par jour? Oui, voilà, ça suffit pour donner, et voilà, pour que l'organisme tire, oui, notre point, et pour qu'il tire ce dont il a, et la quantité de protéines nécessaires dont il a besoin pour son fonctionnement. D'accord. Voilà. Donc, que ce soit pour un morceau de viande, pour un poulet, pour un oui, poulet, pour tout, oui. Ou ça va être ça. Du haricot ou du soja. De règle générale, ça va être pour la viande. Oh, pour la viande. Ça va être pour la viande. Pour parce la viande, que la viande contient des graisses. Un morceau comme ça. Donc en fait, ça fait à peine un quart de poulet. Stéphanie, tu dois manger une caille tous les jours. Tu ne dois plus manger de poulet ou bien... Une caille. Non, même une caille, ça déborde. C'est un quart de poulet. Maintenant, à la maison, quand on tue le poulet, on te donne les pattes et la tête. Je pense que ça correspond à ton point. Mais non, mon point n'est pas si petit que ça. Regarde. Non, mais vous voyez que c'est suffisant. C'est pas si petit que ça. Clairement, un morceau de viande comme ça. Non, mais après, voilà, le morceau de viande, on ne va pas le découper comme ça. Non, je sais, mais je veux dire, mais genre, le tout ensemble comme ça. Au moins 3 comme ça, c'est bon. Pas 3. Au moins 3. 1. Donc, finir un poulet, en fait, en vrai, genre en mode, ouais, moi je peux finir un poulet, c'est petit. Bah, si le poulet dépasse ton point, c'est que c'est trop. C'est que c'est trop. Et en général, ça dépasse. Après, ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on parle nutrition, la nutrition, en fait, c'est l'association de l'alimentation et de l'activité physique. D'accord. Voilà. Donc, lorsqu'on s'alimente, il faut bouger, il faut brûler. Exactement, vous voyez. Et notre coach n'est pas là. Franchement, aujourd'hui, c'est ça, on mange. Tu vas tout faire. C'est ça, exactement. Mais ça fait partie, ça fait partie. Lorsqu'on mange, on bouge.
Vous voyez, C'est ce qui important. crée la prise de poids, c'est le déséquilibre en fait entre l'apport en calories ingérées et la dépense de calories ingérées. C'est ce qui va créer le déséquilibre. Donc, si on prend plus qu'on ne dépense, mais le corps ne se débarrasse de rien. Parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il sera en situation de difficulté. Donc, il va transformer ses calories en graisse. En énergie, donc en graisse, qu'il va stocker. Voilà, chez les femmes, prioritairement dans le ventre, les hanches, les fesses, poignées les d'amour, cuisses, comme les on poignées dit. d'amour, Et vous voyez. quand- Chez les hommes, ça va être le ventre. Bien rond. Principalement le ventre. Ok. Voilà. Donc, ça va être ça, vous voyez. Ok. Mais tantôt, tu as parlé de le corps n'arrive pas à débarrasser ce que tu manges. Tout ça, ça ne peut pas créer des toxines au final par rapport quand le corps n'arrive pas à... Quand tu n'as pas vraiment d'activité physique, au fait. Oui, effectivement, on peut avoir des toxines. Dans tous les cas, lorsque nous transpirons, lorsque nous faisons de l'exercice physique, nous transpirons. Et la transpiration permet d'évacuer les toxines. Ce qu'on appelle souvent les radicaux libres, c'est ça? Pardon? Les radicaux libres. Oui, naturellement, le corps va en produire, mais nous en trouvons aussi dans l'environnement. C'est naturel, en fait. D'accord, ok. Donc, c'est maintenant notre alimentation, notre hygiène de vie qui va nous permettre de maintenir un bon taux pour ne pas que ça devienne toxique. Okay, voilà. Super. Donc là, on est dans comment équilibrer, faire attention. Mais bon, un matin, je me suis réveillée, j'ai fait mon calcul d'IMC et je me rends compte que je suis en surpoids ou en obésité mineure. Léger. Voilà. Oui. Comment je fais pour revenir à un indice de masse corporelle normal pour être sûr que je ne mets pas ma santé en danger? Qu'est-ce que je fais? D'accord. Il y a ce qu'on appelle le rééquilibrage alimentaire. Okay. Et ma méthode à moi est basée sur ce concept. Parce qu'il n'est pas agressif, c'est une perte de poids progressive et ça ne joue pas surtout sur le mental. Parce qu'il faut savoir que le premier ennemi du régime amaigrissant, c'est le mental. D'accord. Oui. Lorsqu'on parle, parce que il y a beaucoup de régimes qui sont privatifs. Oui. Et lorsqu'on parle de privation, ça veut dire qu'il y a un petit combat à faire, une petite lutte à côté à faire, vous voyez. Et tout ça, ça se passe dans la tête. Oui. J'ai envie, il ne faut pas. C'est ça. Vous savez qu'il faut le faire, mais en même temps, je dois laisser ça, c'est compliqué, j'aime ça pourtant, comment je fais? Voilà. Maintenant, les plus forts vont se comprimer et lorsqu'ils vont atteindre leur objectif poids, ils vont recommencer à manger normalement. Et donc, du coup, ils vont reprendre. C'est comme ça que tu n'avais pas fait d'effort, en fait. Non, en fait, c'est comme si tu es parti en voyage longtemps, tu n'as pas vu tes parents, et quand tu reviens, vous m'avez manqué. C'est ça, bonne arrivée et tout. Voilà, ils recommencent. Retour. Donc, progressivement, on va reprendre encore ce qu'on avait perdu. Après, encore, on se rend compte, je suis remontée, donc on va refaire encore. Non, ce n'est pas la solution. Donc, tu passes ta vie à faire des régimes restrictifs. Au final, ça devient fatigant que tu te lasses, au fait. Oui, justement, tu te lasses et tu n'as plus envie d'en faire. Tu te dis que ce n'est pas... dans tous les cas, je vais reprendre. Donc, pourquoi faire? Mais le rééquilibrage alimentaire, ça, on peut le faire au bout d'un régime, non? Le rééquilibrage alimentaire, c'est tout simplement une manière plus saine de s'alimenter. Okay. Il n'y a pas de privation. On va manger normalement et on va tout manger. Simplement que nous allons rester dans des proportions adéquates. D'accord. C'est simplement ça. Et comme je vous l'avais dit tantôt, la perte de poids, elle est vraiment progressive. C'est lent. Oui, mais elle est durable dans le temps. Si tu as un mariage qui vient dans un mois, tu dois perdre du poids, tu ne peux pas attendre, tu ne peux pas compter sur un rééquilibrage. Ça dépend où vous êtes situé. D'accord. Voilà, ça dépend où vous êtes situé. OK. Donc on va s'arranger à avoir un peu de chaque groupe d'aliments dans sa prise alimentaire. Voilà, on va faire attention et on va s'autoriser un écart. Il y a des écarts. Les écarts, c'est quoi? Les écarts, ça va être les pâtisseries, les confiseries, tout ce que les gens aiment, les fast-food, la viande de porc, le soda. Tout ça. Voilà, c'est ce que nous appelons les écarts. En parlant de rééquilibrage, je me rappelle d'une émission télé internationale, américaine, où on appelle Revenge Body. Et vraiment, c'était basé sur le sport, mais encore plus
Le plus gros combat, c'est sur l'alimentation. C'est l'assiette, justement. C'était l'assiette. Et tellement certains candidats étaient sous pression, quand ils partaient sur le rééquilibrage alimentaire, certains n'en pouvaient pas, jusqu'au début, ils vomissaient, en fait. Oui, mais c'est parce que le corps a besoin, en fait. Parce que il est habitué à avoir quelque chose. N'oubliez pas que dépendamment de, comme je vous dis toujours, où vous êtes, vos habitudes alimentaires. Pour une personne qui, du réveil jusqu'au coucher, passe le temps à manger, grignoter là, et tout d'un coup, on lui dit, tu dois manger le matin, à midi et le soir. Et même en cas de petite faim, ok, tu as droit à une collation, mais ta collation ne peut être qu'un fruit, un légume, mais en tout cas un aliment qui a un faible indice calorique, en fait, qui n'est pas très riche. Vous voyez que c'est difficile pour ce type de personnes. C'est difficile. Mais justement, est-ce qu'en fait, dans ce genre de situation, c'est normal que la transformation soit drastique, genre que ce soit en mode, à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes tout cela et tu manges ça? Le rééquilibrage, comme je dis, ce n'est pas une privation. D'accord. On mange un peu de tout, mais dans de bonnes, voilà, ça va être dans les bonnes proportions. Okay. Maintenant, ce qui va entraîner, va faciliter la prise de poids rapide. Comme je dis, c'est tout ce qui sera considéré comme écart. Les écarts, c'est tout ce qui sera... tout ce que nous aimons grignoter, les fast-foods, les sucreries et autres. Mais dans le rééquilibrage alimentaire, on a droit à un écart une seule fois dans la semaine. Et même ça, il ne faut pas, c'est pas parce qu'on a dit que tu as droit à ça qu'il faut se prendre ta méga pizza. C'est ça, on a fait le hamburger, c'est ça. Tu mets plein de fromage dessus, de la crème fraîche, tout ce que tu veux, de la mayo en mode, c'est que aujourd'hui. C'est ça, donc aujourd'hui, on aura le gros burger, le shawarma, la pizza. On récupère tout? Les glaces. Non, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien, ça va être juste, comme on dit, notre petite dose, notre portion de chocolat, notre portion de glace, ça va être ça. On a droit à ça. Exactement. Et moi, j'ai vu quelque part, en fait, que c'est une astuce aussi de se récompenser. En mode, quand on est arrivé quand même à rester fidèle à son nouveau régime et qu'on atteint un certain point, on se dit, OK, je m'autorise une glace, genre juste pour me féliciter, et puis je continue. Oui, oui, c'est possible aussi. Il y en a qui le font. Mais il faut que la personne reste raisonnable. Ah oui, parce qu'en fait, il ne faut pas que la récompense soit le piège. C'est ça, justement. Il ne faudrait pas que la récompense devienne en réalité un piège. Il faut vraiment faire attention. Voilà. Mais la question en fait, que je posais, Karine, c'était... vu que souvent, on se réveille un matin, et c'est clair que quand on se lance dans une dynamique de perte de poids, la patience n'est pas dans la balance. Oui, souvent, on a envie de se réveiller demain matin, de se dire, j'ai fait un effort aujourd'hui, j'ai fait un effort de... Voilà. Et souvent, justement, sur Internet, il suffit de taper pour voir. Perdre 10 kilos en 2 semaines, perdre combien de kilos en combien de semaines. C'est hallucinant. Naturellement, tu as des témoignages en mode, ouais, ça marche et tout ça. Moi, ce que je veux savoir, on est d'accord que quand tu le fais, le danger, c'est que quand tu peux effectivement, si tu es suffisamment fort, suivre ce régime-là, perdre effectivement les 10 kilos, quoique, promis. À la fin de tes 2 ou 3 semaines, tu as vraiment perdu tes 10 kilos. Est-ce qu'au bout de ces 2 semaines-là, tu peux rentrer dans une dynamique de rééquilibrage alimentaire? En mode, je les perds, mais pour ne pas les prendre, je change de système de vie. Oui. Lorsqu'on perd ces 10 kilos, justement, si vous retrouvez vos anciennes habitudes, vous allez reprendre le même ou peut-être même plus que ce que vous avez perdu, plus que les 10 kilos. Bon. Maintenant, si vous rentrez dans une dynamique maintenant, mais c'est ça aussi l'essence même de la perte de poids. OK, j'ai perdu le poids, maintenant, comment maintenir ce poids? Voilà, il faut que j'ai de bonnes pratiques alimentaires. Donc, après, comme dépendamment maintenant toujours de l'organisme des uns et des autres, du métabolisme et autres, il est possible, pendant ce rééquilibrage-là, de reprendre un tout petit peu, mais pas de manière exagérée. C'est normal, puisque pendant 2 semaines, on a privé de manière agressive l'organisme, le corps, d'apport calorique. Donc, lorsqu'on rentre dans une dynamique de rééquilibrage, en tout cas sain, on mange, je vous ai dit que le rééquilibrage on mange du tout. Voilà, c'est juste qu'on mange en de bonnes proportions. Donc, ce qui veut dire que ce qu'on ne lui donnait pas, on va lui donner maintenant, mais dans une bonne proportion. Donc, il est possible de reprendre un peu du poids, mais ce ne serait pas en excès. Et voilà. Et là, on va maintenir maintenant un poids santé. Mais j'ai quand même envie d'avoir ton avis de nutritionniste sur ces régimes extrêmes qui font perdre beaucoup de poids en peu de temps.
Ceux-là, s'il n'est que sur une courte durée, c'est-à-dire 2 semaines, maximum 3 semaines, ça peut encore aller. Mais il faut savoir que ce type de régime-là, ils sont fortement déconseillés parce qu'ils créent des carences. D'accord. Voilà. Puisqu'on n'apporte pas tous les éléments nécessaires au bon développement de l'organisme, du coup, il est carencé. Donc, imaginez sur une longue période, qu'est-ce que ça va entraîner? Voilà. Donc, c'est vraiment malnutris. C'est ça, c'est vraiment des régimes qu'on déconseille sur de longues périodes. Une courte période et on rentre dans un système de rééquilibrage. Pour ceux-là maintenant qui ne veulent pas de régime privatif, ils peuvent commencer dès à présent. Voilà. Avec le rééquilibrage. Là, la perte de poids est progressive et ils mangent, ils vivent, ils se sentent bien dans leur tête. Enfin, toute ta vie n'est pas focus sur ton poids. Toute ta vie n'est pas focus sur ton poids, ta balance. Non, voilà. Mais à côté de ces régimes-là, il y a ce que l'on appelle le jeûne intermittent. Très célèbre dans l'univers de tous ceux qui veulent perdre du poie. Je pense que... Moi, c'est la première fois que j'entends ça, en fait. Ah, toi, tu n'as rien à perdre, c'est normal. Mais je pense que... Enfin, peut-être que j'exagère un peu, mais en ce moment, en tout cas, si tu as le malheur de taper perdre du poids une fois sur ton moteur de recherche, je pense que tous les jours, on va t'envoyer des propositions de régime, enfin, de jeûne intermittent. Et il y en a qui se passent le mot, ça se dit, ça se voit un peu partout. Le régime intermittent, quand même, le jeûne intermittent est quand même très célèbre en ce moment, avec des méthodes en fonction de la corpulence, à quel moment il faut manger, à quel moment il faut se priver. Mais il est vendu comme une méthode, en fait, qui n'est pas un régime. Le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est une manière différente de s'alimenter. En fonction de la corpulence, sur une période de la journée, on ne va pas manger. D'accord. Supposons, par exemple, il y a certaines personnes à qui on va dire il faut manger. Le matin, tu ne manges rien. Et à 14h, à partir de 14h, tu peux manger. D'accord. Voilà, tu peux manger. Mais maintenant, qu'est-ce que tu peux manger? Tu ne peux pas manger n'importe quoi. Voilà. Il faut privilégier des aliments liquides, des bouillons, des soupes. Parce que en même temps, il ne faut pas agresser aussi l'estomac, vous voyez. Il ne faut pas l'agresser avec quelque chose de lourd, bim, tout d'un coup, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on va conseiller d'aller sur des repas légers. Ce qui veut dire qu'il y aura un résultat. Sur une période, voilà, vous allez perdre exactement votre poids, vous allez atteindre votre poids objectif. Et vous allez recommencer à vouloir manger normalement. Parce que ce n'est pas un jeûne qui peut se faire sur une longue période. Non, parce qu'à la longue, il va vous apporter des carences. Il est carentiel en fait. Et quoi qu'on dise, il reste quand même un peu... il joue sur le mental. Dans la tête, c'est ça. En temps normal, tu n'as pas à manger, ce n'est pas un problème. Mais dès lors que tu sais qu'il ne faut pas manger, ça devient un problème. Vous allez vous retrouver, par exemple, quelque part avec des amis et autres, et eux, ils sont en train de manger. Et toi, tu t'oublies de regarder l'heure. Et toi, tu ne peux pas manger parce qu'il n'est pas encore 14h, il n'est pas encore 15h, je ne peux pas manger. Donc, vous voyez un peu le complexe même, la gêne sociale que ça vous crée. Et du coup, à midi, tu n'as pas envie d'être avec les gens qui mangent parce que tu seras en train de dire non, je ne mange pas. C'est ça, je ne mange pas, je ne peux pas manger. Ça crée des frustrations. Vous voyez. Et on sait que quand on est frustré et qu'on doit répondre à cette frustration, vite fait on tombe dans les écarts et bonjour les kilos. Il apporte le résultat. Donc c'est-à-dire que le jeûne intermittent, si on est très, comment je veux dire ça, si on est strict et qu'on respecte normalement dans les délais qui ont été fixés, on a le résultat. Exactement. Mais le danger, c'est ensuite. C'est après. D'accord. Après son objectif, après l'atteinte, qu'est-ce qu'on fait? Il faut remanger normalement. Et c'est en ce moment que... C'est ça. En fait, tout régime sain et durable doit être suivi par un spécialiste. Parce que prendre la décision on dit personnelle de faire un régime. Donc, je n'ai pas besoin d'un spécialiste, je n'ai pas besoin d'un médecin, je n'ai pas besoin d'un nutritionniste. OK, on va le faire, mais ça serait vraiment sur un laps de temps. À un moment donné, on est fatigué et on ne sait plus quoi faire, quoi manger. C'est ça, je ne sais plus comment faire, quoi manger. Il y a pas mal de patients que j'ai reçus comme ça. Ils ont dit, on a fait des régimes pendant, ça a fonctionné, mais après, j'étais fatiguée, j'ai repris le poids. Il dit, c'est parce que tu n'as pas eu un accompagnement. Parce que l'accompagnement, il n'est pas seulement nutritionnel, mais il est aussi psychologique. Oui, il est aussi psychologique. Exactement.
Voilà. Et pour tout régime amaigrissant, il faut coupler une activité physique. L'activité physique, ce n'est pas forcément aller tous les jours à la salle de gym, se dépenser pendant 1 heure de temps, 10 heures. Non, ce n'est pas ça. Il faut bouger, manger, bouger. Voilà. Ouais. Manger, bouger, c'est un slogan ailleurs, là-bas. Okay. On a posé la question à nos téléspectateurs par rapport justement à comment perdre du poids sainement, ce qui pense de la perte de poids. On regarde leurs éléments de réponse et on revient. Ok. C'est une question de décision personnelle. On peut se donner les moyens de perdre du poids. Le problème, c'est surtout les gens qui, après avoir perdu du poids, reprennent leurs mauvaises habitudes. S'il faut juste se donner à fond et ensuite revenir dans ses mauvaises habitudes, bon, c'est pas sérieux du tout. Faut-il y bedre, il y a quoi yambala, ndatan fare. Faut haman espoir dama, la faut man régime la faut wor dima. Wa kama sucre faut-il fare mais. On peut perdre du poids à tout moment. Juste une question de volonté. En tout cas, il peut faire un peu de sport. D'autres même vont jusqu'à faire du régime. Mais d'autres, avec seulement du sport, ça passe. Il y a des gens, ils sont nés avec un problème de surpoids. Mais vu l'environnement, ils n'ont pas eu assez d'encouragement. On leur dit à tout le monde, non, tu ne peux pas, tu es obèse, c'est dans la famille. Tout le monde dans ta famille est obèse. Juste un petit message à ces personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas perdre du poids. Croyez en vous. Soyez confiants parce que vous êtes seul maître de votre destin. Et si vous voulez perdre du poids, c'est maintenant. C'est une question de volonté et de décision. On a également entendu quand même une dame qui dit qu'il faut réduire le sucre, il faut réduire l'huile. Et enfin, il y a beaucoup qui disent oui, il faut faire des régimes. Quand on dit régime, c'est bon, on va dire que c'est quand même vague et vaste de dire il faut faire des régimes. Parce qu'un régime, il peut être pour prendre du poids aussi. Oui, c'est ça. Donc un régime, il n'est pas forcément amaigrissant. Non, non. Maintenant, quand on nous dit il faut réduire ceci, il faut réduire cela, est-ce que effectivement, dans une dynamique de perte de poids saine, il y a des choses qu'il faut enlever de son alimentation ou réduire? D'accord. Donc, on va rappeler les bonnes pratiques. Ça va être manger moins gras, moins sucré et moins salé. D'accord. Voilà, ça va être ça. Et on va augmenter, on va enrichir notre alimentation avec des céréales complets. Qu'est-ce que tu appelles céréales? Les céréales complets, ce sont des céréales qui sont moins raffinées. Des céréales dont on n'a pas retiré tout le son. D'accord. Voilà, il renferme beaucoup de vitamines, de fibres et tout. Et les fibres favorisent l'élimination. Donc, vont réduire les constipations, les ballonnements et autres. D'accord. Voilà. Okay. Donc, par exemple, pour faire le taux, le maïs, pas la farine blanche, mais genre le maïs écrasé directement avec sa peau. Ce serait l'idéal. D'accord. Ou bien le pain complet. Le pain complet. D'accord. Voilà. Oui. C'est idéal, ça fait partie. Et même, pour ceux-là qui disent non, je ne veux pas et tout, ce n'est toujours pas, en fait, c'est toujours pas un problème. Mais réduisez simplement votre quantité. Voilà. D'accord, donc si on est sur de la farine blanche, on réduit. On réduit les quantités, simplement. Ça va être ça. Mais il faut manger aussi beaucoup de fruits et légumes. C'est pour ça que... disent que ça coûte cher de faire un régime, justement. Justement, dans le rééquilibrage alimentaire, on mange normalement. Je dis, on mange ce que nous avons l'habitude de manger au quotidien. Nous allons continuer de manger notre plat de thau, notre plat de foutou, notre plat de spaghettis. En fait, on mange toujours. On ne change pas ce que l'on mange. On ne change pas nos habitudes. Voilà, donc, il ne s'agit pas de décider, donc maintenant je vais maigrir, donc on met à balaye gauche tout ce qui est là, et il faut acheter ci, il faut acheter ça, il faut acheter ça. On va simplement miser sur plus de légumes, par exemple, et comment même tirer tous les bienfaits des légumes. Il y a une manière de préparer ces légumes. D'accord. Voilà, on va les manger croquants. Ce qui veut dire qu'on ne va pas les surcuire. Ah, ce qui veut ça dire que tu ne sais pas cuisiner, c'est pas cuit. Ah, c'est ça. mais c'est ça en réalité. Donc les légumes sont censés être mangés croquants. Croquant ne veut pas dire que ce n'est pas cuit ou que
c'est trop cuit. À la vapeur un peu. C'est ça, on va privilégier les cuissons vapeur. On va réduire la quantité de fritures que nous mangeons. Voilà, on va réduire. Et on va, par exemple, les fritures, on va les manger à midi. Parce qu'à midi, on va encore... On a le temps d'évacuer. On va encore bouger. Et on va pas, le soir, on va manger léger. Donc les frites le soir, on oublie. C'est ça. Les frites, c'est plutôt le midi. D'accord. Et le soir, on va aller sur la pomme de terre vapeur. Ok. Voilà, bah, si vous êtes fan de pommes de terre. En fait, Jean, Stéphanie, c'est pour ça que je dis, j'ai de la vision. Par exemple, moi, il est super rare que je mange des frites. En fait, je préconise toujours la pomme de terre vapeur. Non, mais t'aimes naturellement pas les frites, c'est différent. C'est ça, c'est différent. Non, mais j'adore les frites. J'adore les frites. Mais à chaque fois, j'ai un gros souci. À chaque fois quand je pense que par exemple, la viande de porc, je suis chrétien, je peux très bien manger la viande de porc ou bien des frites, mais à chaque fois, j'en mange, mais très rarement, parce que quand je pense que je vais manger, je pense qu'il me faut faire énormément de sport pour en perdre, en fait. Exactement. Mais la viande de porc, justement, dont il parle, c'est une viande blanche. Si je ne me trompe. Oui. Mais avec beaucoup de graisse. Mais ça dépend de la préparation. D'accord. C'est-à-dire que si tu as ta viande de porc crue, tu la débarrasses de toute sa graisse. Oui. En principe, c'est comme du poulet ou... C'est pas comme du poulet, mais il est moins riche, il est moins gras que, par exemple, que du bœuf. D'accord. Voilà. Ok. C'est ça, mais après on prépare, quand on fait le porc au four. Non, mais c'est différent. Non, je parle de quand tu le fais chez toi. Ce qui est intéressant quand tu le fais chez toi, c'est que tu maîtrises ce que tu gardes. Exactement. Donc, et même dans la perte de poids, on va dire, de règle générale, on va conseiller aux patients de favoriser le fait maison. Parce qu'à la maison, on maîtrise la qualité des produits que nous utilisons, les quantités et autres. Le souci aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un monde où quasiment personne n'a le temps. Par exemple, nous courons à gauche, à droite, tu pars au bureau à 8h, tu redescends, tu finis à 19h, après tu as un apéro avec les amis, tu rentres à 21h, tout ça. Le dimanche, le week-end, tu essaies de te relaxer, en plus de la famille que tu dois saluer, les obligations sociales, tout ça. C'est à quel moment tu te rends compte que à aucun moment tu as le temps de prendre soin de toi, de contrôler ton régime alimentaire. D'accord, c'est bien que vous évoquez le sujet. Le cabinet a lancé un programme que nous appelons Health Food. Health Food, c'est quoi? C'est un programme qui va s'adresser, en dehors des patients, qui va s'adresser aux salariés. Parce que nous savons que les salariés, pour la plupart, ne rentrent pas les midis. Et ils sont dans une dynamique aussi de sédentarité, ils ne bougent pas beaucoup. Voilà. On arrive au bureau, on est confortablement installé dans sa chaise et on va bouger le moins possible. On ne voit pas le temps passer. Exactement. À midi, le resto va venir vous livrer le repas. Vous allez manger directement sur votre bureau et continuer. Donc, nous, ce que nous proposons à ce type de personnes, c'est de les livrer des repas sains les midis. D'accord. Les repas sains, ce n'est pas seulement de la salade. Détrompez-vous. Heureusement. Détrompez-vous, ce n'est pas uniquement de la salade. Je vous ai parlé tantôt de l'assiette idéale qui permet de maintenir un apport adéquat. Ouais. Donc, voilà, nous nous basons sur ça pour préparer les plats et les livrer. Donc, c'est un programme qui sera très intéressant pour ces personnes qui n'ont pas le temps. Mais après, vous allez parler aussi à la descente de l'apéro. Oui, apéro avec les amis. OK. Il faut savoir que l'alcool aussi est très énergétique. L'alcool. Okay. Donc, ça exactement, l'alcool est très énergétique. Donc, le champagne n'est pas riche en calories, Stéphanie. Il reste 2 minutes d'émission. Pour une bouteille de bière, s'il te plaît, il faut que tu lui répondes. Pour une bouteille de bière, par exemple, il vous faut fournir un effort intense de 30 minutes. Oh my God. Ce qui veut dire, comme je vous ai dit, une bouteille de bière. 33 ou 66 disons 66. D'accord, voilà. OK. La grande bouteille. La grande bouteille. Okay. Il vous faut un effort intensif de 30 minutes. Ce qui veut dire pour éliminer la bouteille que vous avez prise. Donc, ce que vous avez consommé. Voilà, on comprend maintenant pourquoi ça pousse facilement. Exactement. Okay, donc, à la descente à 16h, allez occuper tous les maquis de la ville. Mais le lendemain, allez bouger. Voilà, il faut que ça sorte. Avant d'en reprendre, il faut pris, au fait, tu dois 30 minutes. C'est-à-dire que si tu t'assois et que tu prends 4 bouteilles, tu en as pour 2 heures. 2 heures. Non, arrête. Bon, pas tant que ça, mais c'est juste l'idée que les gens comprennent un peu. Voilà, que les gens comprennent. C'est clair. Donc, c'est clair que ça dépend que de nous de décider de la forme qu'on a envie d'avoir, mais en gardant à l'esprit que souvent, c'est une question de santé. Exactement. Karine, il ne nous reste plus du temps. D'accord. Mais je suis sûre qu'il y en a qui vont nous harceler ensuite en mode où est-ce qu'on la trouve, comment on la contacte, comment on fait.
Ok, alors vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Oui. Le nom de la page Facebook, c'est Elf Consulting. Elf Consulting. Oui. Et nous avons notre contact. S'il te plaît. Elf, Oui. c'est santé en anglais. En donc, anglais. voilà, H-E-A-L-T-H. Voilà, Consulting, C-O-N-S-U-L-T-I-N-G. Voilà. Et nous avons notre contact aussi qui va être le 66 36 39 61. 66, Donc, 36, 31, 60. Exactement. Okay. Et pour ceux-là qui sont intéressés par le programme Health Food, ils peuvent nous contacter et nous allons envoyer un agent pour leur abonnement et leur expliquer comment ça fonctionne. Parce que c'est possible d'aller en abonnement comme sur des commandes ponctuelles. D'accord. Donc, on rappelle le numéro. C'est le 66 36 39 61. Et pour savoir si vous êtes dans un poids normal, en surpoids, en obésité, c'est l'indice de masse corporelle, c'est... Indice de le poids. L'indice de masse... Ouais, attends, ça s'appelle indice de masse corporelle. Et pour trouver cet... Et pour trouver cet indice de masse corporelle, c'est son poids actuel sur sa taille en mètres au carré. Exactement, ça va être ça. Mais si tu avais dit ça en français simple, ça te coûtait. Pardon, voici la formule. Donne-moi la taille au carré. On dit que tu prends ton poids, tu montes sur une balance, tu prends ton poids. Après, tu prends un mètre, tu te mesures. Tu prends les deux, on divise, non? Ouais, mais tu divises par 1 au carré. Tu divises par 1 au carré. La taille est au carré. C'est ça. En bas du poids en haut. Le poids est en kilos, la taille est en mètres. Voilà. C'est ça. Et puis vous prenez simplement votre CNB. Votre CNB, voilà. En général, tu as les deux. Mais nous, ensuite, avons fait les CNB. Et en principe, entre 18, 5 et 25, c'est bon. C'est bon. Super. Oui. En bas, en haut, il faut faire attention. C'est ça. Sachez que les extrêmes ne sont pas bons. Oui, je suis à 24,5, je sais, t'inquiète. Mais je suis encore dans la norme, n'est-ce pas, Karine? Exactement. Voilà. Je vais t'offrir un plat de Health Food. Un plat, ce n'est pas la solution. Il faut me donner un abonnement d'au moins 3 mois. T'inquiète pas. Exactement. Et en plus, ce n'est pas du tout cher quand on sait ce qu'on dépense lorsqu'on mange dehors. Si, on ne calcule pas et on ne se rend pas forcément compte. Une formule de plat dessert livré pour un forfait de 3 000 francs. Donc, ce n'est pas cher payé pour bien manger et rester en bonne santé, surtout. La santé dans son assiette. C'est important. Eh bien, merci beaucoup, Karine, pour merci ce temps. de m'avoir invitée. Merci d'avoir équilibré, malgré qu'il y ait eu un déséquilibre qui s'est créé à un moment donné. En même temps, tu es une spécialiste du rééquilibrage alimentaire. Donc, tu as su parfaitement rééquilibrer ce plateau. C'est super. On te dit un grand merci. Merci à vous. Et on espère que tu reviendras. Mais avec plaisir. Parce qu'il y en a qui attendent impatiemment le numéro sur la prise de poids. J'en fais pas partie. Alex, je me sens absolument pas concernée. Mais ça me ferait plaisir de revenir pour en parler. Ok. Voilà. Parce que souvent, on se dit qu'il y en a qui ne peuvent pas prendre du poids. Par exemple, moi, je ne peux pas. On ne va pas aborder la question là tout de suite parce qu'on est en fin d'émission. On dit juste merci à tous nos téléspectateurs, encore une fois à Karine et à toi, Alex, à tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous regarder et on espère que vous allez trouver des réponses à vos questions. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser en commentaire sur notre page Facebook. Karine on va essayer de grignoter un peu de temps de Karine pour qu'elle vous donne des éléments de réponse ou pourquoi pas vous irez la voir pour qu'elle vous trouve des réponses à vos autres questions. On se dit à la semaine prochaine avec un autre sujet, d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas, c'est votre assiette qui fait votre santé. Enfin, on va dire nous, c'est notre assiette qui fait notre santé. Donc, il faut qu'on y pense parce que quand on est malade, ça coûte beaucoup plus cher que de bien manger. Oui, c'est ça. Bonne suite de journée. Au revoir.